Bien, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je suis ravie que l'IREMO m'ait proposé de modérer cette rencontre à l'occasion de la sortie du dernier numéro de Moyen-Orient sur les services secrets, espionnage et renseignement au Moyen-Orient. Donc cette séance va consister à s'intéresser aux services de renseignement, piliers de régime policier avec une double obsession sur le temps long, l'ingérence et la contre-ingérence par rapport aux pays voisins, mais aussi la surveillance des populations, évidemment, auquel on pourrait ajouter plus récemment, et je pense que ce sera évoqué par nos intervenants, la lutte contre le terrorisme. Ces appareils sécuritaires perçus comme tout-puissants ont toutefois été surpris par les événements de 2011, ce qui impose de réviser les analyses, et je crois que ce sera l'objectif de ce soir, pour déconstruire à la fois leur fonctionnement et leur rôle. Alors je lance quelques questions, mais on pourra y revenir. Comment sont-ils instaurés dès la prise de pouvoir? Comment se situent-ils en regard de l'armée ou des armées érigées comme promotrices de la modernité après les indépendances? Et évidemment, quel rôle aujourd'hui dans les nouveaux régimes et au sein des régimes résilients? Je me permets de signaler que c'est aussi un thème qui avait été traité lors d'un colloque du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient qui avait eu lieu l'an dernier à l'Hôtel de Ville de Paris, le Moyen-Orient du secret, où il y avait une table ronde sur les services de renseignement auxquels Agnès participait. Donc une deuxième série de contributions à partir de ce colloque va apparaître dans une autre revue. On vous en tiendra informé. Il y aura peut-être une rencontre également ici pour prolonger la réflexion sur le thème cette fois-ci du complot et du complotisme dans le monde arabe. Alors nous avons aujourd'hui la chance d'entendre et d'échanger avec Agnès Levallois dans un premier temps et Flavien Bourrat. Donc Agnès, je te laisserai la parole d'abord sur un thème plus général. Donc Agnès est vice-présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po et spécialiste du Moyen-Orient. Elle a occupé les fonctions d'analyste Proche-Orient au secrétariat général de la Défense nationale, puis a été responsable du bureau monde arabe et persan à la délégation aux affaires stratégiques au ministère de la Défense. Je te laisse la parole. Merci Manon Nour, merci à vous d'être là ce soir pour que nous échangions sur cette question des services de sécurité, services de renseignement, mukhabarat pour ceux qui parlent l'arabe dans la région. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur le rôle de ces services dans le monde arabe, il y a beaucoup de rumeurs, de fantasmes, mais il y a aussi une réalité et c'est la raison pour laquelle on travaille sur ce sujet des services de renseignement. Alors, je voudrais, en 2 mots, dire pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. Je me suis intéressée à ce sujet en particulier, il y a 5 ans, 6 ans, au lendemain des révolutions arabes, où il y a une réflexion a été menée à Sciences Po pour mettre en place un enseignement sur les services de renseignement, intelligence, une concentration, comme on dit à Sciences Po, intelligence. Et l'idée a été proposée de faire un séminaire sur les services de renseignement dans le monde arabe, en raison du rôle extrêmement important que jouent les services dans cette zone géographique. Et il y a vraiment une particularité du rôle des services dans le monde arabe. Et la question qui s'est posée en 2011-2012, lorsqu'on a lancé ce séminaire, cette première session de séminaire, c'est de se dire, au lendemain des révolutions arabes, est-ce que les services de sécurité vont être un élément de modernité, de changement, d'évolution, ou au contraire, ces services vont être un frein aux évolutions répondant aux aspirations des populations qui souhaitaient une ouverture politique et une plus grande liberté d'expression. Avec la réflexion suivante, qui est que ces services de sécurité et de renseignement jouent un rôle structurant dans les services politiques des pays de cette région. Si les services ne veulent absolument pas amorcer une réflexion ou une évolution, ça peut mettre en difficulté l'évolution telle qu'elle était possible, perceptible, souhaitée par les populations lorsque celles-ci sont descendues dans la rue en 2010-2011 dans les différents pays de la région. Et donc l'idée, c'était vraiment de savoir est-ce que les services peuvent être ou non acteurs du changement. Alors, 6 ans après, évidemment, la réflexion conduit à dire que cette évolution des services n'a pas eu lieu, que dans plusieurs des cas, on voit que les services jouent un rôle toujours aussi important, toujours aussi structurant, et que la revendication première des révolutions, qui était une volonté d'une plus grande transparence politique, d'une plus grande participation politique, et une demande d'état de droit, puisque c'était aussi ça, la demande de ces
révolutions arabes. C'était un État de droit. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est loin de cette situation et que tant qu'il n'y aura pas un vrai État de droit, les services continueront à avoir un rôle important et continueront à bénéficier d'une impunité pratiquement totale. Enfin, il y a des nuances et on va y revenir, mais d'impunité. Je crois que le maître mot, lorsque l'on parle des services dans la région, c'est ce mot d'impunité dont bénéficient les services et qui leur permet d'avoir une très grande marge de manœuvre, une très grande latitude pour mener les opérations qu'ils souhaitent mener et pour avoir un comportement qui s'exonère d'un certain nombre de règles ou de respect, en tous les cas, de règles de droit. Et c'est vrai que là, il y a une interrogation à avoir sur le devenir de ces régimes politiques, de ces systèmes politiques. Je crois que les services pourront retrouver une place normale dans un système politique le jour où il y aura un État de droit qui s'établira dans l'ensemble des pays de la région. Et je crois que Flavien parlera de l'exemple tunisien, qui est peut-être le seul exemple aujourd'hui où il y a non seulement une réflexion sur ces services de sécurité dans la région, mais qui sont en train d'amorcer justement cette évolution, qui est une évolution évidemment importante pour le devenir de ces systèmes politiques. Alors cette introduction est en fait sur le pourquoi du travail sur les services, et je crois que quand on travaille sur cette région, on ne peut pas s'exonérer du travail et de la réflexion sur les services en raison justement du rôle qu'ils jouent sur la scène politique. Donc si on veut comprendre quelque chose au système politique dans la région, on se doit de passer aussi par l'étude, l'analyse de ce que sont les services de sécurité et pourquoi ils ont un rôle aussi important dans le système politique, avec des degrés différents. Et c'est ce sur quoi aussi je vais revenir dans peu de temps. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces services occupent une place centrale, aussi bien au Maghreb, Proche-Orient et Moyen-Orient. Alors, vous pourrez voir dans la contribution de la revue Moyen-Orient. Donc, j'ai rédigé un article avec Luc Batigne, avec qui j'assure ce séminaire à Sciences Po. Donc, c'est un travail à deux mains que nous avons fait dans ce papier. Et donc, il faut, pour aussi comprendre le rôle et la nature de ces services dans le monde arabe, on peut les distinguer aussi suivant trois zones géographiques qui se distinguent. Il y a le Maghreb, ce qu'on appelle le Levant en France, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, où suivant la façon dont ces pays ont accédé à l'indépendance et suivant les pays avec lesquels ils ont noué un partenariat pour mettre en place ces services, on va avoir des services qui vont être un peu différents et qui vont être influencés par les parrains extérieurs avec lesquels ils ont noué cette relation de collaboration pour mettre en place ces services. Au Maghreb, pour faire vite, ça sera plus une influence française. Dans le Golfe, ça sera plus une influence britannique. Et au Levant, il y aura une influence française au début dans le cas de la Syrie, mais très vite, ça va être une influence soviétique ou des pays de l'Est, en particulier la Stasi, qui a joué un rôle structurant dans la mise en place de ces services. Donc, il y a des caractéristiques générales à ces services dans le monde arabe, mais il y a aussi des particularités parce que tous ces pays ont leur propre histoire et ont leur propre relation avec d'autres services de l'extérieur qui ont influencé la mise en place de ces services. Ce qui est la caractéristique principale, et là qui a trait à l'ensemble des services de la région, c'est que la particularité de ces services, c'est qu'ils ont une très grande marge de manœuvre, une très grande autonomie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment déterminant, ils bénéficient d'une très grande impunité, et plus le système politique, plus le pouvoir politique est illégitime, plus les services, eux, seront importants, parce que ces pays ou ces systèmes politiques qui n'ont pas d'assises populaires, qui n'ont pas de légitimité politique, compensent cette absence de légitimité par des services extrêmement forts qui seront là pour protéger le système. Et la fonction première des services, c'est ce qu'on appelle la protection du régime. Et ça, c'est vraiment une particularité des services de la région. Ils sont là au service du système politique, de la famille au pouvoir, du clan au pouvoir, et ils ne sont pas forcément là pour la protection de la population, comme c'est dans le cas dans des systèmes démocratiques où les services
ne sont pas là pour préserver le pouvoir d'un clan ou d'une famille, mais sont là pour protéger un pays. Là, dans le cas des services dans le monde arabe, c'est vraiment la raison première de ces services, c'est vraiment la protection du régime avec tout ce que ça implique. Et donc, ça veut dire protection du régime pour la pérennité de ces systèmes, pour la pérennité de la famille ou du clan qui est aux affaires. Là encore, on le verra tout à l'heure, il y a évidemment des nuances et on ne peut pas mettre tous les pays dans la même catégorie. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. Donc, la pérennité du système et du clan au pouvoir, ça veut dire donc de faire en sorte que les menaces intérieures, avant tout, ne puissent pas remettre en question le pouvoir de ce clan au pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle la fonction première de ces services, pérennité du système, c'est donc lutter contre les oppositions internes et les oppositions externes, à savoir essentiellement les diasporas, de surveiller les communautés qui sont à l'extérieur, souvent les jeunes étudiants qui partent à l'extérieur. Et donc, il y a des systèmes qui sont mis en place par ces services dans les pays d'accueil de ces communautés, surtout étudiantes, pour être sûr que rien ne s'organise à l'extérieur du pays qui pourrait représenter à terme un danger pour le système qui est en place. Donc, c'est pour ça que les services qu'on appelle de renseignement, ce sont quand même avant tout des services de sécurité plus que des services de renseignement. Hein. Le renseignement, évidemment que les services font aussi du renseignement, mais vous avez bien compris avec ce que je viens de développer que ce sont quand même avant tout des services de sécurité pour protéger le système. Une autre caractéristique des services de renseignement dans le monde arabe, c'est qu'ils jouent aussi un rôle très important dans la diplomatie. Alors, diplomatie parallèle, ça, c'est une mission, je vais dire, normale des services de renseignement, de pouvoir jouer un rôle dans le cadre de diplomatie parallèle. Et on le voit, par exemple, en Égypte, avec le rôle que jouent les services égyptiens dans la réconciliation interpalestinienne, où là, ce sont les services qui sont à la manœuvre pour travailler sur ce sujet. Les services égyptiens étaient à la manœuvre aussi dans la relation avec le Soudan, et c'était vraiment les services qui étaient au cœur des négociations diplomatiques, parce que c'est des questions de sécurité intérieure, pratiquement de sécurité nationale, et que les services ne font absolument pas confiance à la diplomatie, et que les services estiment que ce sont eux qui doivent être dépositaires de toute négociation sur des sujets absolument essentiels. Et dans le cadre des services arabes, on va s'apercevoir que les services vont être très, très participatifs dans cette diplomatie. Et juste une anecdote, parce que quand on parle de services, il faut aussi qu'il y ait quand même un peu des anecdotes. Quand à l'époque Hosni Moubarak venait par exemple en visite officielle en France, mais ça peut être le cas dans d'autres pays évidemment, il était toujours accompagné à l'époque de Omar Soleiman qui était le chef des services de renseignement, et qu'Omar Soleiman assistait à tous les entretiens avec le chef d'État, par exemple l'équivalent français, alors que du côté français, le responsable de la DGSE évidemment n'était pas à côté du président de la République dans le cadre de ces entretiens. Omar Soleiman, lui, était absolument de tous les entretiens de Moubarak, parce que c'était véritablement lui, le ministre, plus qu'un chef de service, était aussi un ministre des Affaires étrangères, et qui était l'homme vraiment sur lequel reposaient toutes les questions difficiles, tous les dossiers importants, et ce qui faisait qu'il était toujours présent dans les négociations, dans les échanges et dans les rencontres au plus haut niveau, parce qu'il avait un rôle extrêmement sensible et important. Ça, on a pu le voir aussi avec Moussa Koussa, par exemple, en Libye, qui était un chef de service de renseignement, qui a été aussi ministre des Affaires étrangères, et donc il y a des passerelles assez souvent entre les deux. Alors, vous allez me dire, en France, on peut aussi avoir des choses qui ressemblent avec des diplomates qui peuvent passer un moment dans les services, mais dans le monde arabe, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus structurant dans la relation que peuvent avoir les services avec le ministère. Et une des raisons pour lesquelles les services souhaitent avoir la main sur certains dossiers de la diplomatie, c'est que les services n'ont pas la maîtrise du recrutement au ministère des Affaires étrangères. Et donc, ils ont peur ou ils n'ont pas suffisamment confiance dans le personnel diplomatique, alors que leur propre personnel, c'est eux qui le recrutent, et donc ils ont confiance dans ce personnel qu'ils ont recruté. Donc, pour les dossiers sensibles, ils préfèrent s'appuyer sur leurs propres membres des services plutôt que des diplomates pour lesquels ils n'auront pas
forcément, en tous les cas, la même capacité à choisir ceux qui ont des postes importants, même si pour vraiment les postes importants de la diplomatie égyptienne ou syrienne ou autre, c'est évident que les services avaient leur mot à dire avant qu'un ambassadeur soit nommé ou que quelqu'un qui a un poste important dans une ambassade soit nommé. Évidemment que là, il y a des liens étroits. Mais ça va au-delà dans le cadre tel que je viens de vous en parler dans le cadre, par exemple, de l'Égypte. Alors, dans le cadre de la réflexion que l'on mène sur les services de sécurité, avec Luc Battigne, donc avec qui j'ai rédigé cet article et avec qui je fais ce séminaire en Sciences Po, on a essayé de mettre en place une typologie. Alors, comme toute typologie, celle-ci peut être discutée, celle-ci peut être remise en question, mais je vais vous la proposer parce que ça facilite en tous les cas la compréhension de ces services et surtout, ça permet d'essayer de comprendre quelle est la place des services par rapport au pouvoir politique, parce que la place n'est pas forcément la même dans tous les pays de la région. Je vous l'ai dit en introduction, il y a des pays dans lesquels les services sont vraiment le centre de pouvoir, dans d'autres ils sont centre du pouvoir, et dans d'autres on a appelé ils sont outils du pouvoir. Alors je vais peut-être revenir sur ces trois catégories qui pour nous sont extrêmement pertinentes. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir comment on classe les pays, parce que la situation n'est pas forcément toujours les mêmes à travers l'histoire. Donc, je pense que certains d'entre vous pourront être amenés à discuter certaines de ces catégories, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer, en tous les cas, de comprendre quelle est la place de ces services dans les différents systèmes politiques. Alors, nous avons donc établi 3 catégories. La première catégorie, c'est outils du pouvoir. Donc ça, comme son nom l'indique, les services sont à disposition du pouvoir. Le pouvoir donne les orientations aux services de sécurité et les services de sécurité et de renseignement prennent leurs ordres auprès du système politique. C'est un système assez couramment répandu qu'on peut voir dans de nombreux pays. Donc j'allais dire c'est la catégorie la moins intéressante, ou c'est la plus normale, si je puis dire. Et dans cette catégorie outils du pouvoir, nous mettons les différents les monarchies de la région, donc ça, les monarchies du Golfe évidemment, mais également le Maroc, la Jordanie. Et pourquoi on met les monarchies appartiennent à cette catégorie outils du pouvoir? Parce que la légitimité du pouvoir dans les monarchies est beaucoup plus installée que dans d'autres pays. Et donc le fait que le monarque ou le roi soit relativement légitime, et je sais il va y avoir des discussions sur la légitimité de tel roi ou tel roi, mais quand même d'une façon générale, les monarchies, les rois dans la région bénéficient d'une certaine légitimité qui font que les services ne peuvent pas faire n'importe quoi, qu'ils n'ont pas une impunité totale, loin de là, et que vraiment ils prennent leurs ordres auprès du pouvoir politique, du roi, et que ça se passe, je veux dire, relativement normalement. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les services centres de pouvoir. Et donc, dans cette catégorie, les services ont une partie du pouvoir. Ils n'ont pas tout le pouvoir, mais ils ont une certaine marge de manœuvre par rapport au pouvoir politique. Et même si le pouvoir politique, évidemment, donne ses orientations, le pouvoir politique dit ce qu'il attend de ses services, les services peuvent avoir une certaine marge de manœuvre et peuvent mener des opérations ou peuvent avoir des comportements sans que le pouvoir politique ait le total contrôle sur ces services. Et dans cette catégorie centre de pouvoir, il y a aussi une très vive concurrence qui est organisée entre les services. C'est-à-dire que dans cette catégorie de centre de pouvoir où on met un pays comme avant les révolutions, après je finirai sur la situation après les révolutions, mais dans cette catégorie avant les révolutions, on mettait le Yémen, l'Irak, la Libye et la Syrie. Alors, on peut discuter la Syrie si elle fait partie de cette catégorie centre de pouvoir ou la dernière catégorie qui sera centre du pouvoir. Mais a priori, je la mettrai quand même dans la catégorie centre de pouvoir. Et là, la Syrie est un exemple flagrant de la mise en concurrence des services entre eux. Il y avait en Syrie, avant la révolution, aujourd'hui c'est plus difficile de savoir exactement comment les choses se passent, mais il y avait entre 12 et 15 services différents. Ce qui, vous imaginez, une concurrence énorme entre ces différents services. Alors, tous les services n'avaient pas évidemment la
la même importance, n'avaient pas le même poids. Il y en avait quelques-uns qui se distinguaient. Et pourquoi, allez-vous me dire, le pouvoir politique, à l'époque Hafez al-Assad, mais Bachar el-Assad a continué dans la même voie, pourquoi ils avaient besoin d'avoir autant de services? L'idée, c'est de les mettre en concurrence pour éviter qu'il y en ait un qui un jour soit beaucoup trop important et mette en danger le pouvoir politique. Donc, il y a une espèce d'émulation entre ces différents services et qu'aucun chef de ces différents services ne se sente trop important et ne veuille outrepasser ses droits. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de regarder au cours des années et des années de Hafez al-Assad, de voir qu'à quel moment il y avait tel chef de service qui était très important, qui était mis en avant, et puis quelques mois plus tard, il avait moins d'importance et c'était un autre qui émergeait. Et donc, on voyait bien que dans cette façon qu'Assad avait de gérer la situation, c'était simplement de dire aux différents chefs de service, OK, vous avez beaucoup de pouvoir, OK, vous bénéficiez d'une certaine impunité, mais c'est moi le maître du jeu et c'est moi qui, au dernier moment, déciderai quel chef de service est le plus important. C'est pour ça que je mets la Syrie dans cette catégorie centre de pouvoir et non pas centre du pouvoir, qui est la dernière catégorie, dans laquelle, pour moi, le seul exemple véritablement flagrant, si je puis dire, de cette catégorie, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie avec le DRS, donc le département du renseignement et de la sécurité, où pendant des années, mais ça, Flavien connaît beaucoup mieux le sujet que moi, donc il pourra en parler ensuite, où le DRS était vraiment le centre de pouvoir. C'était vraiment là que les choses se décidaient. Et on l'a bien vu lorsqu'il y a eu la réforme en 2015, oui, je ne me trompe pas, la fameuse réforme du DRS, où le fameux chef du service, Taoufik ou Médienne, a fini par partir, où là, il y a eu un remodelage des services de renseignement avec, a priori, alors moi je resterai très prudente et je laisserai Flavien qui connaît mieux ce sujet que moi, mais en tous les cas, il y a eu une décision de casser ce pouvoir énorme, absolument incroyable de ce chef de ce service, Médienne, qui, dit-on, c'était lui qui faisait les élections, enfin c'était lui qui décidait de tout. Et donc c'est pour ça qu'à ma connaissance, le seul pays de la région où les services sont vraiment centre de pouvoir, c'est ce cas algérien. Et d'ailleurs, une autre des caractéristique des services ou des chefs des services dans la région, c'est le fait qu'ils restent en place pendant des années et des années et des années. Il y a un côté vraiment presque inamovible de ces chefs de sécurité qui restent à leur poste pendant des dizaines d'années. Ça a été le cas, donc je viens de le dire, pour l'Algérie. En Syrie, on a vu des Ali Douba, des Mohamed El Khouli qui sont restés et qui restent encore à la tête des services pendant des années et des années. Et ça, c'est un trait caractéristique aussi de l'influence et de l'importance du rôle de ces services dans ces systèmes politiques. Et plus le chef est inamovible, plus évidemment il va jouer un rôle essentiel et il va jouer un rôle aussi bien sur la scène politique que dans le domaine qui est normalement le sien, qui est donc la sécurité. Une autre, j'ai encore 5 minutes peut-être, je vais essayer de ne pas être trop longue. Une autre caractéristique de ces services, c'est également le nombre très important de personnel qui fait partie de ces services. Alors, tout le monde n'est pas forcément rémunéré, payé par les services, mais il y a un système de maillage de la population qui est mis en place, qui permet un contrôle extrêmement large de la population. Et il y a vraiment, c'est un moyen aussi de clientélisme, de faire en sorte que de recruter pour les services beaucoup d'une population assez large. Alors, c'est une fonction sociale, si je puis dire aussi, c'est que pour résorber une partie du chômage, de recruter beaucoup de monde dans les services de sécurité, c'est vrai que ça permet aussi de donner du boulot, à des emplois à des jeunes ou des moins jeunes, et qu'il y a aussi une fonction, j'allais dire, presque sociale dans le recrutement dans les services, où ces services sont extrêmement nombreux. Alors, je ne résiste pas à vous raconter là aussi une petite anecdote à l'époque où j'habitais en Syrie, il y a très longtemps, dans les années 80, pour vous dire à quel point le maillage de la société, le maillage de la population est extrêmement important. Je partageais un appartement avec une autre boursière, parce que j'étais boursière à l'Institut français d'études arabes de Damas, et un jour, on a des amis qui viennent de Paris pour nous rendre visite. Alors, ils arrivent le soir tard, et le lendemain matin, nous, on part travailler avec ma colocataire. On va à l'Institut suivre nos cours, et nos amis donc décident de sortir de l'appartement pour aller visiter un peu le quartier là où nous étions. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on habitait tout près de là où habitait Hafez al-Assad à l'époque, donc on était en plein cœur de Damas, à Mouajirine pour ceux qui connaissent, et notre appartement était quelques rues au-dessus de là où habitait Hafez al-Assad. Donc, ces amis sortent dans la rue pour juste se familiariser avec l'environnement le temps qu'on rentre de cours. Et à un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils ne savaient plus très bien où ils étaient et puis ils voulaient retrouver le chemin de l'appartement. Ils n'étaient pas arrêtés depuis 1 minute
que quelqu'un s'est approché d'eux en disant « Ah, vous cherchez l'appartement » en donnant nos deux noms. Vous êtes arrivé hier soir, ben voilà, l'appartement, c'est là. Et très gentiment, très poliment et très gentiment, ont montré le chemin et ses amis ont retrouvé le chemin de l'appartement en quelques instants. Pour vous dire qu'ils étaient arrivés la veille au soir, genre à 22h, et on était le lendemain matin. Et tout le monde dans le quartier savait déjà qu'ils habitaient chez nous, que nous étions boursières à l'Institut. Enfin, tout ça était complètement connu. Bon, il y a toujours l'exemple du Bawab en Égypte. Hein. Tout le monde sait que le Bawab en bas de l'immeuble en Égypte, ben, il passe son temps parce qu'il est contraint de le faire. Il ne le fait pas il n'y a pas un gène qui fait qu'il a envie de surveiller. Mais il se doit de le faire parce qu'il se doit de faire des rapports au service parce que s'il ne le fait pas, il est lui-même en difficulté. Donc, c'est tout un système. Au Maroc, on voit la même chose où il y a dans tous les quartiers, on sait très bien qu'il y a le responsable du quartier qui va pouvoir faire part des allées et venues. Bon. Donc, c'est un système qui a été mis en place et qui est mis en place par les services qui permet d'avoir un contrôle sur la population, qui est un contrôle extrêmement dense, extrêmement fort sur ce qui peut se passer. J'ai déjà été trop long. Alors, pour finir, parce que je ne voudrais pas quand même être trop longue, ce que je voudrais juste dire en conclusion, c'est que l'interrogation que l'on peut avoir, c'est qu'avec tout ce que je vous ai décrit d'une omniprésence, d'un nombre incroyable de membres dans les services de sécurité dans la région, pourquoi ont-ils eu l'air aussi désemparés ou étonnés lorsque les révolutions ont commencé? C'est quand même évidemment une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. On pouvait imaginer qu'ils étaient au courant de tout, qu'ils étaient dans la tête de tout le monde et qu'à partir de là, ben, ils auraient dû savoir ou en tous les cas sentir qu'il se passait quelque chose. Ben, je crois que non, ils ne l'ont pas spécialement vu venir pour une raison très simple. C'est qu'ils ne sont pas là pour essayer de comprendre ce qui se joue au sein de la société, ils sont là pour garder, faire en sorte que le régime se maintienne. Donc, ils ont des orientations très claires qui est de lutter contre les opposants, mais les opposants clairement identifiés. Dans l'ensemble des pays de la région, c'était de lutter contre les islamistes en particulier, parce que c'était la bête noire de l'ensemble de ces régimes. Mais les services n'étaient pas du tout en capacité, me semble-t-il, à regarder quels étaient les changements, les bouleversements qui se déroulaient au sein des sociétés. Et ça, c'est autre chose, ce qui se passe dans la société de ce qui se passe en termes d'opposition clairement identifiée et comment dirais-je, et perçue par les régimes. Donc les services avaient des orientations très claires qui étaient de faire en sorte qu'aucune opposition ne peut mettre le pouvoir en danger. Donc c'est ça qu'ils regardaient. Et moi j'ajouterais autre chose, c'est que est-ce qu'un service de sécurité dans la région, vu la nature de ces systèmes autoritaires, pour ne pas dire pour bien d'entre eux aussi des dictatures, est-ce qu'un chef des services serait en mesure d'aller voir son chef, le chef de l'État, pour lui dire « Ouh là là, la population est très mécontente de la gestion politique du système ». Je pense qu'aucun chef de service ne peut aller voir le chef de l'État ou le responsable pour lui dire « Finalement, votre politique, c'est du n'importe quoi » et que la population est folle de rage et va se soulever. Parce que lui, il risque évidemment sa tête. Donc, je pense qu'il y a eu un double effet, à savoir que déjà, ce n'est pas forcément ce que regardaient les services, qui étaient beaucoup plus omnubilés par les oppositions, comme je l'ai dit, clairement définies, et qu'en plus, je ne suis pas sûre qu'un chef de service ait la capacité, ose tout simplement aller dire à son chef, ça grogne dans la société, parce que la politique menée est complètement à côté de la plaque, et que les gens sont complètement désespérés par ce qui se passe, parce qu'ils voudraient plus parler. Vous imaginez bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas avec la nature de ces systèmes politiques qui sont des systèmes extrêmement autoritaires. Et donc, pour finir, je crois que la revendication de plus de transparence et d'état de droit, qui était vraiment une des revendications de ces soulèvements, pour l'instant, est loin d'arriver à ce résultat et que tant qu'on n'ira pas vers un état de droit, je ne vois pas comment les services peuvent évoluer. Les services ne pourront évoluer que dans un cadre aussi juridique, dans un cadre qui les obligera à se plier à un certain nombre de règles de transparence et de sortir de l'impunité totale dans laquelle ils évoluent maintenant depuis que ces pays sont arrivés à leurs indépendances. Merci beaucoup Agnès, merci d'avoir montré l'ancrage des services et à quel point les systèmes sont verrouillés dans les différents pays, même si c'est de manière différente. Je crois qu'il est important aussi d'expliquer la mise en concurrence et d'expliquer que l'autoritarisme et la centralisation du pouvoir n'exclut pas un polycentrisme en fait. Et c'est vraiment le principe de diviser pour mieux régner, le chef d'État gardant ce rôle de celui qui tranche in fine, mais en jouant sur la multiplicité des services.
Et merci aussi pour la typologie qui, je pense, est un outil utile dont on verra peut-être s'il s'applique au cas tunisien, qu'on va aborder maintenant avec Flavien Bourra, qui est chercheur à l'IRSEM, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire sur le Maghreb et le Moyen-Orient, et qui a été également chef du bureau Maghreb, Proche et Moyen-Orient à la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense. Merci Manon Nour, bonsoir. Donc je vais, avant peut-être d'aborder le cas de figure tunisien qui est un exemple intéressant, peut-être prolonger les propos d'Agnès, quelques considérations plus transversales. Au fond, on a coutume de dire depuis plusieurs décennies que les services de renseignement ou de sécurité, on les appelle mukhabarat au Proche Moyen-Orient. Littéralement, ça veut dire renseignement. Il n'y a pas cette appellation au Maghreb. Ces services, au fond, constituent aux côtés des forces armées ce qui est convenu d'appeler l'État profond. Alors, l'État profond, c'est une expression qui a été, je crois, employée pour la première fois en Turquie, pour qualifier le cas turc, cette extrême puissance, importance, notamment du pôle sécuritaire et surtout militaire. Et ça évoque évidemment un pouvoir occulte, parallèle et coercitif. Alors, je crois que ça colle assez bien, au fond, à la place et au rôle qu'ont pu jouer les services et que, dans certains cas, nombreux cas d'ailleurs, continuent à jouer actuellement dans le monde arabe. Si je pouvais tenter une comparaison, d'ailleurs c'est intéressant à la fois par rapport au passé et aussi si on aborde la question de la réforme de ces services, c'est celle des pays de l'Est, des pays communistes. Je crois que les services des pays arabes occupent encore une place extrêmement importante et qui n'a guère d'équivalent sinon dans le monde communiste, alors qu'il s'agisse de l'Europe de l'Est ou là où il y a encore des régimes qui se disent communistes. Pourquoi cette entrée en matière? Parce que fondamentalement, ces services, dans le monde arabe, vont se développer, vont acquérir une puissance, une importance, parfois une omnipotence, dans un cadre général, un cadre politique qui est quand même un cadre relativement de défiance. Service secret, défiance, on n'est pas dans un cadre de confiance. Alors je vais revenir un petit peu sur cette question. Et ce qui explique pourquoi, et je prolonger ce qu'a très bien dit Agnès, ces services sont d'abord très dirigés, il y a une direction extrêmement personnalisée. D'abord, ils sont, pendant plusieurs décennies, les services du monde arabe vont être extrêmement proches du pouvoir, lequel s'assurera de leur part d'une fidélité absolue, ce qui explique la longévité des dirigeants. On choisit, parmi les chefs de service, souvent dans les monarchies, directement des membres de la famille royale. Dans d'autres cas, on va s'assurer, on va jouer sur des paramètres régionaux, tribaux, mais l'important c'est d'avoir une fidélité absolue, car on craint toujours effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on divise pour mieux régner, c'est que ces services sont parfois démultipliés, c'est pour éviter effectivement qu'ils puissent constituer un contre-pouvoir. Vous imaginez que à la fois par les moyens dont ils disposent en matériel, en hommes, mais aussi les dossiers, les connaissances intimes qu'ils ont sur l'ensemble du pays, de la société, et surtout les rouages de l'État, ça constitue effectivement une arme redoutable. Alors, encore une fois, on a ce pilier du pouvoir qui apparaît immuable et au fond non réformable. Et on va s'apercevoir qu'en fait, il y a une évolution qu'on a commencé à observer dans les années 2000. Alors, ça n'est pas seulement les soulèvements arabes qui en sont à l'origine, mais c'est aussi un certain nombre de nécessités qui ont conduit les appareils d'État à entreprendre des réformes de ces services. Alors, ces réformes parfois sont très limitées, mais néanmoins, et on peut dire parfois que c'est aussi les besoins qui créent les moyens, il y a eu des nécessités d'adaptation des missions de ces services aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis sécuritaires. Comme l'a très bien dit Agnès, au départ, ces services avaient une vocation première, c'était celle d'assurer la pérennité de l'État et souvent aussi du régime, les deux étant confondus. Et un rôle très important était évidemment la surveillance, bien sûr, des oppositions, des opposants, mais aussi une surveillance de la population, aussi bien à l'intérieur, et je pense dans les cas des États du Maghreb, à l'extérieur, là où il y avait d'importantes communautés de ces pays. Et puis au fil du temps, alors il y avait un rôle évidemment de contre-ingérence, de contre-espionnage classique, ce qui existe dans tous les pays du monde. Et puis petit à petit, effectivement, de nouveaux défis sont apparus et il y a eu un début, une amorce de recentrage de l'activité de ces services. Alors effectivement, notamment, alors, dans le prolongement de
de la surveillance et aussi de la répression en interne des oppositions, c'est une grosse focalisation sur les mouvements islamistes. Mouvements islamistes politiques, type Frères musulmans. On l'a vu avec le FIS, le Front islamique du salut en Algérie, mais aussi dans des pays comme les autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, mais aussi l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. Très fort investissement sur ce qui est apparu comme le principal courant d'opposition. Et puis, alors là, c'est effectivement davantage les années 2000 qui vont accélérer ce processus. Un recentrage sur une mission qui devient presque prioritaire, ce qui ne veut pas dire qu'on laisse de côté les autres, c'est la lutte contre le terrorisme, ou contre le terrorisme, ou contre la violence. Enfin, moi, je dirais plutôt le salafisme djihadisme, la forme violente du salafisme. Et ces nouvelles missions appellent aussi à de nouveaux moyens, mais aussi de nouveaux modes de fonctionnement. Et à partir de là, on va assister à une amorce, je dis bien une amorce, et très très variable d'un pays à l'autre, une tentative d'essai de modernisation à la fois de ces services et davantage de professionnalisation. On est moins dans le registre où on a à côté de soi un homme extrêmement puissant de confiance, le général Omar Suleiman en Égypte, dont je vous rappelle qu'il était désigné comme le successeur de Hosni Moubarak, jusqu'aux événements de 2011. Mais alors, le cas, je pourrais revenir peut-être dans le débat du fameux général Médiane en Algérie, parce que c'est un cas extrêmement singulier de quelqu'un presque d'un pôle qui était presque autonome par rapport au pouvoir exécutif. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire, non seulement du monde arabe, mais dans l'histoire contemporaine du monde, si ce n'est peut-être que les services pakistanais, l'Inter-Service Intelligence, que je crois est aussi presque un État dans l'État. Mais bon, on pourra revenir sur ce point particulier. Donc, on va nommer à la tête de ces services davantage des professionnels, des gens qui sont du métier, avec une amorce de civilisation dans certains pays. Traditionnellement, les services étaient plutôt dominés dans le monde arabe par des militaires. On retrouve l'État profond, proximité entre l'armée et les services, une amorce de réponse à la question que soulevait Manon Nour. Et donc des gens qui apparaissent comme des techniciens, vous voyez, plus peut-être que comme des politiques. Alors là aussi, il faut beaucoup nuancer d'un pays à l'autre. C'est pas du tout le cas, par exemple en Syrie. Mais si je prends l'exemple du Maghreb, on voit effectivement cette amorce. Mais aussi, ce qui est intéressant dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, pour la première fois, le chef du General Intelligence Department, qui est le grand service de renseignement saoudien, n'est pas un membre de la famille Al Saoud. Vous voyez, ça illustre bien ce type de changement. Alors, évidemment, j'ai parlé des soulèvements arabes. Vous savez que ces révolutions, dans la plupart des cas, ont conduit à des impasses ou même à presque des catastrophes. Je pense au cas syrien, au cas libyen, un cas dont on parle beaucoup moins, qui est le cas yéménite, dans des situations extrêmement tendues et troublées. Il y a un pays, effectivement, qui a pu poursuivre sans trop d'accroc et d'aspérité ce processus de transition politique et démocratique, c'est la Tunisie. Et c'est un cas de figure très intéressant sur lequel je vais un petit peu m'approfondir pour illustrer mon propos de cette modification, cette réforme, cette adaptation des services du monde arabe. Pourquoi la Tunisie ? C'est un cas de figure intéressant parce qu'on peut considérer que l'appareil de renseignement et de sécurité sous le régime déchu, c'est-à-dire sous celui de Zine al-Abidine Ben Ali, était vraiment l'archétype d'un État policier. On avait dans ce petit pays, par ailleurs très ouvert sur le monde, un véritable appareil policier, avec des services extrêmement puissants, très très fortement dotés en personnel et en matériel, et qui exerçaient un contrôle. Alors, ce qui les intéressait, c'était l'aspect politique. Le reste ne les intéressait pas vraiment, mais qui exerçait une pression, un contrôle extrêmement fort sur la population et évidemment de manière à neutraliser toute forme d'opposition. Et en même temps, on a ce pays effectivement qui connaît un soulèvement, une révolution. On change plus de système, on ne change pas vraiment de régime. Je rappelle que la Tunisie, ça reste une république. On n'a pas bouleversé les fondements de la République tunisienne telle qu'elle a été créée à l'indépendance. Mais effectivement, une des premières décisions des gouvernements provisoires qui se mettent en place à partir de janvier 2011, c'est la dissolution de ce qu'on appelait la direction de la sécurité de l'État. Alors, je vais revenir un petit peu sur le passé. Pourquoi cette décision, elle est un peu symbolique, mais en même temps importante, c'était effectivement la police politique du régime Ben Ali. Et
par ce geste, on voulait effectivement marquer le coup, indiquer qu'on sortait de ce système d'État policier. J'ai appelé d'ailleurs mon article dans la revue Moyen-Orient « Comment passer d'un État policier à un État de droit ». Je crois que l'équation, elle se résume de cette manière. Alors, un petit rappel historique, c'est toujours important. Quand la Tunisie accède à l'indépendance en 1956, comme la plupart des États de la région, Habib Bourguiba, qui est président, dote le régime, le système, d'un appareil de sécurité de renseignement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'averti par les précédents qui se sont produits dans les autres pays arabes, il va veiller à concentrer l'activité et le poids de ses services dans l'appareil policier, au ministère de l'Intérieur, et surtout éviter à ce que l'armée, les militaires, puissent avoir la main sur cet appareil de sécurité de renseignement. C'est ce qu'on va appeler de manière un peu informelle, mais l'expression existe encore en Tunisie, la doctrine Bourguiba. Et il a vu ce qui s'est passé en Égypte, avec le coup d'État des officiers libres, en Libye en 69, en Irak en 58, en Syrie aussi, même en 70, où c'est un militaire, Hafez al-Assad, qui prend le pouvoir. Et donc là, effectivement, il tient à tenir les militaires à l'écart, à la fois du pouvoir politique, bien sûr, puisqu'il l'assume de manière totale, et de l'appareil sécuritaire. Et donc on va avoir parce qu'encore une fois, c'est pas Ben Ali qui crée l'appareil de renseignement et les services tunisiens, ils sont créés sur Bourguiba. Mais c'est vrai qu'en 87, quand Ben Ali accède au pouvoir, cet appareil va prendre une ampleur et disons une intensité beaucoup plus forte, encore plus forte qu'elle existait avant. Alors, ce n'est pas très étonnant parce que c'est intéressant. Zine El Abidine Ben Ali est un homme du sérail. Il a fait toute sa carrière dans l'appareil de sécurité de renseignement. Il a occupé pratiquement tous les grands postes. Hein. Donc, c'est un homme qui connaît l'appareil, qui est un homme du métier. On va avoir donc effectivement ce système à la fois tentaculaire et protéiforme. Hein. Ce qui est intéressant, je reviens sur ce que disait Agnès, on a des services qui sont en principe bien définis, organisés, mais on voit que les missions peuvent passer d'un service à l'autre en fonction du besoin, de la confiance qu'on a, en fonction de l'objectif. Hein. Ça c'est typique du mode de fonctionnement de ces services, disons, dans la période pré-révolution. Et puis, après, effectivement, la question se pose. La Tunisie ne veut plus vivre sous l'arbitraire, ne veut plus vivre sous un État policier. Je pense que les nouveaux dirigeants en sont conscients. Et donc, cette volonté, la question, le dilemme qui se pose, c'est comment, au fond, garantir que les Tunisiens ne seront plus sous la tutelle, le joug de l'arbitraire, de la répression, de la coercition de ces appareils de renseignement, tout en garantissant à ces mêmes citoyens tunisiens l'ordre et la sécurité, effectivement, qu'ils revendiquent. D'ailleurs, tout citoyen de tout pays est à même d'attendre de l'administration et de l'État. Vous voyez la complexité de l'équation. À la fois, il ne s'agit pas de démanteler tout l'appareil sécurité de renseignement, mais il s'agit de le transformer de l'intérieur de manière à ce qu'il puisse s'intégrer dans ce nouveau contexte d'un État démocratique et d'un État de droit. Alors, je ne vais pas revenir sur les péripéties. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, le gros de l'appareil du ministère de l'Intérieur est maintenu en l'état, sinon la dissolution de la composante emblématique répressive qui était la sécurité de l'État. Alors, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a une transition, il y a des élections. Beaucoup de Tunisiens se disent, mais au fond, est-ce que ce n'est pas dangereux de maintenir un appareil de sécurité aussi puissant en l'état, sachant que de nouveaux gouvernants, de nouveaux dirigeants pourraient, quels qu'ils soient, avoir la tentation, au fond, de les réutiliser de la même manière que ça avait été fait sous Bourguiba et surtout sous Ben Ali. Et effectivement, on va assister, vous savez que la Tunisie va traverser de 2012 à 2014 une période assez troublée dans la transition, avec des montées de fièvre, des formes de contestation, et l'appareil de sécurité, notamment sur le ministère de l'Intérieur, va connaître une très forte désorganisation. Au même moment, et c'est là où effectivement ça pose un problème, au même moment, la Tunisie doit faire face à un nouveau défi, plusieurs défis sécuritaires, mais un notamment, c'est l'apparition de mouvements salafistes djihadistes, armés, violents, pratiquant le terrorisme, dont certains d'ailleurs sont d'une certaine manière territorialisés, avec un contexte régional extrêmement troublé, avec, je vous rappelle, la Libye qui elle-même traverse aussi une crise liée au soulèvement de 2011, avec aussi d'énormes problèmes sécuritaires. Et donc là, il y a une période un peu difficile, avec en plus de ça des soupçons portés au nouveau pouvoir, et notamment au mouvement Ennahda, c'est de vouloir infiltrer, de placer des gens qui lui sont proches au sein de cet appareil de renseignement et de sécurité. Alors,
Tout ça connaît un dénouement après les élections de 2014, mais même avant, hein, dès début janvier 2014, il y a une volonté de reprendre en main, disons, ce processus. On arrive à la situation actuelle. Alors, très vite, un certain nombre de hauts responsables. Alors, ce qui est intéressant en Tunisie, c'est que les hauts responsables du ministère de l'Intérieur, des appareils de renseignement, ont relativement peu été limogés ou épurés. Hein. Il y avait un certain professionnalisme, donc on a conservé en l'état, disons, les grandes directions. Un certain nombre de leurs responsables, on a jugé et condamné d'ailleurs à des peines assez brèves les personnalités plus emblématiques. Donc finalement, le système est resté en l'état. Alors, la question qui s'est posée, c'est, une fois la situation politique stabilisée, comment effectivement faire face à ces défis sécuritaires, notamment le terrorisme et le djihadisme, dans ce nouveau contexte avec le paramètre de l'état de droit. Et très vite, de hautes personnalités ont posé un certain nombre de questions et ont évoqué l'idée d'abord de créer une mutualisation, de centraliser ce qui était quelque chose qui était totalement impossible sous le régime dictatorial, de créer une instance de coordination de la sécurité et du renseignement. La deuxième chose, c'est évidemment adapter les forces de sécurité à une nouvelle mission, la contre-insurrection. La contre-insurrection, notamment face au djihadisme territorialisé. Et puis, un problème s'est posé aussi, et qui est hérité de l'indépendance de la Tunisie, de cette fameuse doctrine Bourguiba. Pendant la période de crise 2012, 2013, 2014, enfin 2012-2013 surtout, la perte de vitesse et d'efficacité du ministère de l'Intérieur a été compensée par une montée en puissance de l'appareil militaire tunisien. Alors, c'est une armée très modeste, mais qui a une composante de renseignement qui s'appelle la Direction générale de la sécurité militaire. Et naturellement, cet appareil de renseignement militaire, qui avait un rôle extrêmement restreint auparavant, a pu monter en puissance avec la confiance de la plus grande partie de la population. Je fais une petite parenthèse. Dans l'ensemble du monde arabe, traditionnellement, les militaires ont une relativement bonne image dans l'opinion. Elle peut même être parfois même très bonne quand ce pays a traversé une période de crise. C'est le cas de la Tunisie actuellement. Et parallèlement et simultanément, les appareils policiers, les appareils de sécurité et de renseignement policiers, eux, ont en général une très mauvaise image, car ils sont associés, ce qui correspond à une réalité, à la répression et à la coercition. C'est vraiment un exemple très flagrant, c'est en Égypte notamment, hein. Mais on le retrouve aussi dans les pays du Maghreb, on peut le retrouver dans d'autres pays de la région. Et évidemment, donc, un certain nombre de réformes ont été mises en place, notamment sous la présidence de Béji Caïd Essebsi. Déjà, création d'une agence de renseignement pour la sécurité de défense. Donc, l'ancienne sécurité militaire est devenue un organisme plus important, travaillant aussi travaillant en coopération avec d'autres ministères, l'Intérieur, les affaires religieuses, hein, sur la question du djihadisme, le ministère de la Justice aussi. Et puis, beaucoup plus récemment, le gouvernement actuel de Youssef Chahid a procédé à la création d'un organisme qui est tout à fait nouveau, hein, un Centre national du renseignement. Hein. Donc c'est un organisme interministériel et qui vise à mieux coordonner l'action des services et surtout à proposer une politique nationale en matière de renseignement. Vous voyez, ça, on est vraiment dans un paramètre de modernisation à la fois technique, mais aussi, je dirais, politique. Auparavant, il y avait un rôle absolument, à la fois opaque et les services n'avaient aucun compte à rendre à qui que ce soit, sinon au pouvoir exécutif. Ils n'avaient pas, leurs activités n'étaient pas rendues publiques, bien sûr. Le nom des dirigeants n'était pas connu. Parfois même le cycle des organismes n'était pas connu des simples citoyens. On en parlait d'ailleurs qu'à mi-voix, ou on n'en parlait pas du tout, parce que rien qu'à prononcer le nom, on pouvait craindre que ça attire des ennuis. Or là, il y a quand même cette volonté de transparence. Toujours dans cet esprit, hein, d'une vraie politique de renseignement ouverte et affirmée, il y a aussi d'autres idées importantes, notamment celle de travailler en symbiose avec la société civile, notamment dans le contre-terrorisme, le contre-djihadisme. Auparavant, on agissait parfois contre la population, une partie de la population. Maintenant, on considère effectivement qu'il faut, on ne peut agir efficacement que si on a la population avec soi. Et puis aussi, alors c'est un des paramètres les plus importants, agir dans un cadre juridique et constitutionnel. Alors c'est quelque chose de très très nouveau, ça.
qui, je pense, suscite quand même des résistances. Il y a aussi une habitude à prendre, mais il y a quand même cette constitutionnalité des lois et de l'activité de tous les services de l'État, notamment des services de renseignement. Et enfin, un dernier point pour conclure, ce sera peut-être le plus difficile à mettre en place, c'est changer la mentalité des gens qui ont pour mission, qui ont de la fonction de sécurité de renseignement. C'est-à-dire les fonctionnaires de ces services, notamment au sein du ministère de l'Intérieur, sont des gens qui ont été habitués à pratiquer l'arbitraire, l'intimidation, la violence parfois même, sans avoir de rendre compte sinon à leur hiérarchie. Il y a la force de l'inertie aussi, parfois aussi un manque de professionnalisme, et il y a aussi des réflexes corporatistes. Alors, vous voyez, tout ça peut paraître un peu... Mais ça sera peut-être la tâche la plus ardue, c'est aussi dans cette politique globale qu'on appelle la réforme des services de sécurité, que je vous rappelle d'ailleurs a été mise en place à la fin de la guerre froide dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, c'est aussi changer les mentalités. Et c'est là un des nombreux défis, comme vous voyez. Alors, ce que je viens d'énoncer, ce sont des programmes, ce sont des projets. Certains sont déjà en place. Est-ce qu'on peut affirmer qu'ils seront menés à bien? C'est un peu prématuré pour le dire. Il y aura des résistances, y compris même au sein du pouvoir. Hein. Je veux dire, encore une fois, il y a toujours cette tentation. Et puis, le processus de démocratisation en route en Tunisie n'est pas encore vraiment achevé. Il y a encore un certain nombre de problèmes. Il y a celui de la corruption. Mais c'est déjà une amorce, je pense, intéressante. On est quand même dans on peut le dire, une rupture par rapport à ce qu'ont pratiqué les services de renseignement dans le monde arabe depuis leur indépendance. Merci. Merci beaucoup. On voit bien dans vos propos l'évolution des services où il n'y a peut-être pas eu de révolution comme dans d'autres domaines, y compris lorsque les anciennes cibles, en fait, le personnel politique d'Ennahda prend le pouvoir, mais on est toujours dans une évolution lente. J'ai peut-être une première question pour vous deux avant de laisser la parole à la salle. Vous avez évoqué tous les deux la lutte contre le terrorisme comme nouvel élément de l'agenda des services de renseignement dans le monde arabe. C'est devenu évidemment une priorité pour les pays occidentaux. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez que les services peuvent être, alors je pense à la Syrie en particulier, mais peuvent être les premiers acteurs d'une réhabilitation, peuvent être une ressource aussi pour ces régimes résilients et être les premiers canaux pour éventuellement renouer des relations avec l'Occident? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tentation très forte de la part des services occidentaux d'avoir des relations privilégiées avec les services de la région pour lutter contre le terrorisme. On l'a vu ces derniers mois sur les interrogations qu'il y a, par exemple, en France, sur la volonté de certains à renouer une relation sécuritaire avec la Syrie, en estimant que ça permettrait peut-être de lutter contre le terrorisme. On le voit très bien, je trouve aussi, avec l'Égypte aujourd'hui, on peut le dire puisque le président Sisi est en visite en France, où on voit bien que la coopération militaire qui est mise en avant, mais ce n'est pas que la coopération militaire, c'est aussi la coopération sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette coopération existe de longue date entre les pays occidentaux et les pays de la région. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Cette coopération sécuritaire existe. Pendant longtemps, on a, nous, les pays occidentaux, eu cette coopération sécuritaire en fermant les yeux sur tout un tas de comportements de ces services parce qu'on estimait qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, il fallait mettre de côté certains aspects du comportement de ces services parce que l'important, c'était notre sécurité. Et donc, je crois que finalement, on est toujours dans cette même logique, nous, ici, pays occidentaux, à se dire que même si certains services ont des pratiques que nous déplorons, si ça nous permet de lutter contre le terrorisme, on va fermer les yeux sur certaines. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui se passe passer avec la Syrie, parce que là, il y a une dimension aussi politique de savoir quel signal on veut envoyer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains aimeraient bien relancer cette coopération sécuritaire avec les services syriens, même si, mais ça, c'est un jugement que je mets entre parenthèses, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les services syriens soient en mesure de nous aider à lutter contre le terrorisme, si c'est ça qui est mis en avant, parce qu'aujourd'hui, ces services n'ont plus la même capacité qu'ils n'avaient avant la révolution et qu'il y a des pans entiers du territoire qui échappent au contrôle du régime de Damas. Et donc, je ne suis même pas sûre que ce soit rentable, si je puis m'exprimer de la sorte, avec tout le cynisme qui va avec. Donc, c'est vrai qu'en tous les cas, c'est une volonté de la part des services américains et occidentaux de façon générale
de vouloir absolument mettre en avant cette coopération sécuritaire. Et pour les pays qui sont en délicatesse avec nous, évidemment, c'est une carte qu'ils vont mettre en avant, qu'ils vont agiter pour dire, vous voyez bien, vous avez besoin de nous et donc il faut reprendre la coopération sécuritaire préalable à une coopération plus politique ou en tous les cas à revenir dans les petits papiers. Donc ça, c'est vraiment un élément qui existe, même si, et ça c'est un jugement que je porte là-dessus, je pense que c'est un leurre total dans certains cas, et en tous les cas, dans le cas de la Syrie, je pense que c'est un leurre total que de penser que de renouer avec les services permettra de lutter contre le terrorisme. Oui, bon, vous savez, c'est comme la diplomatie, mais une politique sécuritaire implique de discuter, voire d'échanger, voire de coopérer avec des gens pas ni très avouables, ni très recommandables. Je crois que c'est comme ça qu'on peut envisager la coopération. Alors d'abord, il n'y a pas que les pays occidentaux qui coopèrent avec les services des pays arabes. Je rappelle, et Agnès l'avait mentionné, que beaucoup de ces services ont été formés à l'école davantage des pays de l'Est. L'école soviétique, celle de la Stasi. C'est le cas des services algériens, c'est le cas des services libyens, syriens, irakiens. Aussi à l'école du nationalisme arabe. Alors, ça c'est le cas notamment de certains pays du Maghreb, dont je pense à l'Algérie, dont les cadres ont parfois été formés, encore jusqu'à récemment, en Syrie et en Irak. Mais néanmoins, effectivement, la question se pose pour des pays comme les nôtres, qui quand même, sont censés promouvoir l'état de droit et les démocraties. Il faudrait à ce point de vue-là, je voudrais un peu tordre le cou à... J'ai lu certaines choses, notamment au moment des révolutions arabes, en particulier concernant la Tunisie, tordre le cou à une idée qu'on entend parfois que ces services sont au fond main dans la main avec leurs homologues occidentaux, qu'il y a une vraie, pas dire une fusion, mais il y a... comme les forces armées, les services de sécurité du monde arabe sont extrêmement fermés. Les relations sont souvent assez superficielles, difficiles. Ils sont très nationalistes, très méfiants. Ils ont des agendas qui sont des agendas qui leur sont propres, enfin qui sont ceux aussi du pays et du régime en place. Et la coopération n'est pas facile entre pays occidentaux et ces services. Mais aussi, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'elle est particulièrement malaisée et faible entre pays arabes. Alors là aussi, il y a une volonté, notamment au Maghreb, d'un petit peu changer les choses. Au niveau de la Ligue des États arabes aussi, il y a eu des tentatives. Mais il y a ce sentiment de défiance. Et le voisin est souvent considéré avec encore plus de méfiance que le partenaire occidental ou russe ou d'une autre région. Donc ça, je crois que c'est important à le souligner. Je voudrais juste en profiter pour ajouter une chose sur un aspect dont on n'a pas traité encore, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est que la coopération entre services nécessite de la confiance. Et ça, je rebondis sur ce que vient de dire Flavien, et que la confiance entre services est extrêmement difficile à mettre en place, puisque chaque service essaye de garder ses renseignements pour lui, pour ses propres agendas, et que donc une coopération entre services ne peut se mettre en place qu'après un certain temps d'adaptation et de tests réciproques des services entre eux pour savoir si les informations ou les renseignements qu'ils donnent à l'autre, comment ça va être accepté, que va devenir ce renseignement. Et donc le renseignement, l'échange de renseignements était quelque chose d'extrêmement compliqué, et donc il y a différents degrés. Il y a des pays avec lesquels une coopération se met en place assez facilement, mais on est quand même dans un domaine où il n'y a jamais de confiance totale, et même si on prend les pays européens entre eux, qui normalement devraient collaborer entre eux, parce que en particulier dans la lutte contre le terrorisme, même entre pays européens qui partagent pour certains d'entre eux une culture assez proche ou assez commune, même entre ces pays européens, l'échange de renseignements, pour en parler, est extrêmement difficile. Donc vous imaginez des pays arabes avec les pays occidentaux, les pays occidentaux avec les pays arabes, la question de la confiance se pose, et il y a aussi évidemment toute une dimension de manipulation. Qu'est-ce que je te donne? Pourquoi je te donne tel renseignement plutôt que tel autre? Parce que derrière, il y a une idée qui... Donc tout ça est extrêmement compliqué et prend beaucoup de temps, et c'est là où la question des personnes joue. Et c'est vrai que l'avantage qu'ont les services arabes sur les nôtres, c'est que les chefs de service restant en place pendant 10, 20 ou 30 ans, ils ont le temps de connaître les interlocuteurs, alors que nous, ça change tellement vite que donc la relation de confiance aussi n'a pas forcément le temps de s'établir, parce que nous avons des chefs, quand je dis nous, les pays occidentaux de façon générale, il y a un roulement, parce qu'il y a des carrières, parce qu'il y a des... Ce qui n'est pas du tout le cas des chefs de service dans la région.
région. Quand je parlais tout à l'heure de Médiane en Algérie, qui est resté, je ne sais pas, plus de 30 ans, 26 ans, ouais, je n'étais pas loin, vous voyez bien que ça lui donne aussi un avantage sur ses homologues occidentaux avec lesquels il va être amené à négocier, parce que lui a toute l'histoire et il a tout le passé, l'historique de la relation, ce que n'a pas forcément le chef de service français ou anglais ou américain qui est là en face de lui. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle. Voilà, ensuite monsieur. Bon, merci beaucoup. J'ai noté plusieurs choses, donc je vais essayer d'être assez rapide pour... Agnès, quand tu as parlé de ce rapport entre la France et l'Union soviétique qui a eu c'est-à-dire la Syrie se penchait plus vers l'Union soviétique. Et pour nous, en Syrie, on a il y a un moment où on pense que là, il y a eu un grand changement au niveau service sécurité, c'est l'arrivée de Nasser. C'est-à-dire l'union entre l'Égypte a vraiment fait un pas vers la répression directe. Et du coup, même Nasser, qui a beaucoup mis en prison les frères musulmans en Égypte, en Syrie, il était contre les communistes. Donc, c'est vraiment... C'est une technique seulement qu'il a donnée et qu'il a fait hériter aux Syriens. Et le premier, c'est Fajr al-Halou, c'est connu, c'est à l'époque de Nasser qu'il a été tué sous la torture. Et donc, si c'est possible de... Et puis, je voulais savoir pourquoi, à un moment, il y a eu des attentats apparemment fabriqués par les Syriens, même des attentats directs, c'est-à-dire tuer, par exemple, Salah ad-Din Bitar, ici en France, et des attentats des voitures PG ou non. Et puis, après, il n'y a eu rien. C'est-à-dire, est-ce que c'est un accord vraiment entre les services au niveau international où il y a une sorte de solidarité, où il y a... Et puis, moi, je pense, en tant que Syrienne, qu'il y a vraiment une chose typiquement syrien, c'est pas du tout cher, parce que c'est entre les gens, c'est-à-dire c'est le manque de confiance et le sentiment que mon voisin peut me contrôler et mon frère peut aussi être au service. C'est ça que le régime syrien a réussi, et ça coûte rien, malheureusement, mais ça coûte cher en même temps au peuple syrien. Donc, il y a vraiment, je sais pas, je pense en Égypte, ça existe un peu, mais mais pas du tout. Oui, mais donc c'est le parti basse, je pense, qui a eu cette école terrible de... Et je voulais aussi dire une chose que aussi, il y a eu beaucoup de soutien technique et qui a changé avec le temps parce que, par exemple, l'Allemagne de l'Est a beaucoup soutenu la Syrie déjà pour construire. On a 2 prisons. Parce qu'au départ, on était, par exemple, moi j'étais une fois en prison, j'étais arrêtée, et en sortant, je me suis rendu compte que c'était un sous-sol dans ma même rue où j'habite avec. C'est-à-dire, il n'y avait que des sous-sols, des petits appartements. Il n'y avait pas des vraies prisons ou des vraies prisons ou des vrais lieux de détention. Mais avec le temps, ils ont amélioré, mais c'est surtout avec l'aide de l'Europe de l'Est. Il y a eu la technique aussi, comme maintenant la technique au niveau... Et ça aussi, je pense, c'est très, très important aussi à aborder à un moment. C'est le rapport avec la technique moderne. Et c'est maintenant, on voit comment l'Iran joue un rôle hyper important c'est-à-dire à contrôler, à espionner, à mettre sur place des façons sur Internet. Et ils ont aidé beaucoup, beaucoup au niveau technique. Je pense que c'est tout. Je ne vais pas me... On groupe peut-être avec la question de monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une question pour Madame Levallois. Vous parliez donc de l'absence d'état de droit comme d'un facteur qui permettait en fait l'impunité.
Bon, je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour parler, que vous êtes obligé de simplifier un peu les choses, mais est-ce que la mentalité n'est pas un autre facteur? C'est-à-dire que j'ai l'impression que même dans les sociétés occidentales, les services secrets peuvent se permettre l'illégalité. Ils contournent l'illégalité. On sait très bien qu'il y a des assassinats ciblés sur des théâtres d'opérations extérieures. C'est en dehors de tout cadre légal. Donc même en Occident, après, j'ai l'impression qu'en Occident, quand même, on ne dépasse pas une certaine limite, qu'il y a une certaine question de mentalité, de choses qui peuvent se faire, ne pas se faire, et que ça a plus un rapport avec la morale, je dirais, que la loi, parfois. Et que dans les pays voilà, enfin, peut-être les pays arabes, et dans les pays qu'on a cités, ça peut se faire. Et est-ce que voilà, cette question de mentalité, je ne sais pas si vous pourriez la développer. Et j'avais peut-être une autre question concernant, donc vous disiez que les services secrets n'ont pas prévu les révolutions arabes, et vous l'expliquiez par le fait que ce n'était pas leur rôle. Mais ce qu'on a vu en Tunisie, c'est quand même que les révolutions arabes sont parties de la campagne. Et est-ce que je dirais qu'ils n'étaient pas trop concentrés sur les villes et sur les grandes villes? Et est-ce que les campagnes n'échappent pas un petit peu aussi aux services en Tunisie ou dans les pays arabes? Alors, ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre. Merci, Hala, pour tes remarques. Je vais pas, tout n'appelle pas une réponse de ma part. En tous les cas, je vais répondre sur la question des attentats, par exemple, qui avaient lieu en France à un moment, qui étaient clairement du fait des services syriens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, les attentats qui étaient organisés, par exemple, en France par les services, et c'est un moyen d'adresser un signal à la France, et ça passait par les services, parce que les services servent aussi à ça, à adresser des signaux. Et lorsqu'il y a eu la vague d'attentats en France, les services français sont allés voir les services syriens pour lui dire, bon, ben, vous n'êtes pas contents, apparemment, puisque vous faites des attentats sur notre sol. On savait très bien qu'il y avait des dossiers qui étaient des dossiers de contentieux entre les deux pays. Et donc, il y a eu une discussion entre services pour permettre justement de mettre sur la table ce qu'il en était de ce contentieux entre les deux pays et à partir de là, d'élaborer une position permettant d'arrêter ces attentats. Ce qui se passe aujourd'hui avec, par exemple, des organisations radicales comme l'organisation État islamique, c'est qu'il n'y a pas cette même capacité des services occidentaux à aller voir leurs homologues, si je puis dire, en face pour leur dire qu'est-ce qui se passe, quels sont vos sujets de désaccord et à partir desquels on peut négocier. Et ce qui rend le travail des services de renseignement aujourd'hui beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur comme il y en avait auparavant, comme il y a pu y avoir aussi avec l'Iran quand il y a eu des moments de dissension très forte entre les pays occidentaux et les Iraniens, par exemple. Il y avait une possibilité, justement, en utilisant les services qui sont là pour ça, dans le cadre de cette diplomatie parallèle dont je parlais, d'aller parler entre services, de mettre sur la table un certain nombre de sujets qui fâchent, que ne pouvaient pas aborder officiellement les politiques, mais qui passaient par les services et qui permettaient de trouver des solutions et d'apaiser la situation et de faire en sorte, justement, qu'il n'y ait plus d'attentats, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé en France dans les années 80. Donc, il y avait des interlocuteurs en face avec lesquels on peut discuter, on peut négocier. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais il y a des interlocuteurs. Aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, on n'est plus du tout dans ce cas de figure et ce qui complique beaucoup la tâche des services de renseignement. Comment infiltrer aujourd'hui pour des services de renseignement des groupes radicaux? C'est extrêmement dur, surtout que si on reprend les travaux de sociologues ou d'anthropologues comme Falhat Khosrow-Kavar qui l'explique très bien, quand ce sont des fratries qui sont à l'œuvre pour mener des attentats, comment vous infiltrez une fratrie? Et pourquoi ce sont des fratries qui travaillent ensemble? Parce qu'il y a le lien du sang qui fait qu'il n'y aura pas de trahison possible. Bon. Enfin là, on rentre dans un autre sujet qui est la question du terrorisme, qui peut nous entraîner encore loin. Mais c'est vrai que la question des interlocuteurs est une question aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile pour les services d'aborder parce qu'il n'y a plus cette même capacité, alors que dans les années 80-90, il y avait les services étaient là pour ça et pouvaient négocier et pouvaient justement trouver des solutions pour arrêter des vagues d'attentats lorsque celles-ci se déroulaient. Je pense qu'il y a eu le cas de l'Algérie aussi, mais ça, peut-être que Flavien pourra en parler. C'est vrai qu'il y a eu un développement ces dernières années du renseignement technique
Pendant longtemps, le renseignement essentiel dans la région, c'était ce qu'on appelle le renseignement humain. C'était donc ce maillage de la population, maillage du territoire dont j'ai parlé. Et qu'aujourd'hui, et les Iraniens, dans le cas de la Syrie, sont clairement à l'œuvre et conseillent vivement les services syriens, qui déjà étaient quand même assez compétents à la matière, hein, puisque le développement d'Internet en Syrie avant la Révolution était une réalité tout à fait évidente, et qu'il y avait un intérêt des services déjà avant la Révolution en Syrie pour tout ce qui était technologie et donc tout ce qui était moyen de contrôler. Et on a bien vu effectivement au début de la Révolution, mais ça tu le sais beaucoup mieux que moi, la capacité qu'ont eu les services syriens à rentrer sur les réseaux sociaux et à manipuler et à utiliser ce moyen de communication, qui est un moyen de communication qui peut être formidable et qui peut être aussi évidemment un outil pour les services extrêmement dangereux pour ceux qui en subissent les conséquences, comme on a pu le voir. Donc c'est vrai alors là pour le coup il y a des coopérations internationales, il y a des sociétés parfois qui sont mises en cause parce qu'elles vendent du matériel. Et donc là, ça nécessite aussi un certain nombre de réglementations pour éviter que n'importe quelle société aille vendre du matériel de technologie de pointe à des régimes pas vraiment fréquentables, c'est le moins qu'on puisse dire, pour éviter justement de leur donner des moyens d'accentuer ce contrôle sur la population, que ce soit plus simplement un contrôle humain, mais que ça devienne aussi ce contrôle technique qui peut être extrêmement dévastateur pour ceux qui en subissent les conséquences, bien évidemment. Je crois que pour essayer de revenir à votre question sur le maillage du territoire, les services ont un maillage du territoire, pas simplement dans les grandes villes. Et on le voyait très bien en Syrie ou en Irak à travers le parti basse, il y avait un maillage du territoire qui ne laissait pas le moindre petit village à l'écart de la présence des membres du parti qui avaient évidemment des liens privilégiés aussi avec les services. Donc ce maillage de la société et du territoire a existé, il existait en Tunisie, enfin je crois dans l'ensemble des pays de la région. Et que donc si les services n'ont pas anticipé ou n'ont pas perçu les évolutions qui se déroulaient, je pense que ce n'est pas tant par une absence de maillage de ce territoire, parce que les révolutions ne sont pas forcément parties des capitales, mais parce que dans les villages ou dans les endroits retirés, comme dans les capitales, ça n'était pas ça qu'ils regardaient. Et ça, je suis intimement... Alors vous direz, c'est plus du ressenti, c'est plus ça ne repose pas sur une analyse scientifique, ce que je vous dis, évidemment, parce que c'est difficile d'avoir les moyens de mener un travail scientifique. C'est plutôt un ressenti et je vais dire je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est beaucoup plus de fait que ça n'était pas ce que les services regardaient de près, parce que des jeunes diplômés chômeurs soient donc comme s'ils sont chômeurs, ils sont au chômage, n'ont pas de travail, les services regardaient ça, mais c'était pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est savoir s'il y avait des islamistes qui à un moment allaient prendre les armes pour mettre en cause le régime. Et donc tous ces diplômés chômeurs, ou pas que des diplômés chômeurs, tous ces jeunes qui étaient sans emploi, on les regardait, mais sans le sentiment, je crois, pour les services, que ça puisse un jour représenter un danger. Et donc ça, ils n'ont pas vu ces mutations, ils n'ont pas vu ces... Non pas qu'ils... Enfin, ça se voyait dans la rue, mais ils n'y ont pas accordé un intérêt particulier leur permettant de travailler, d'analyser ce qui était en train de se... Je crois que c'est quand même beaucoup plus ça qui est en cause. Alors, j'ai sûrement pas répondu à tout, mais Flavie, entre-temps, a eu le temps de réfléchir. Oui, pour compléter sur le maillage... Moi, je pense que les services de renseignement du monde arabe ont été pris de court par les soulèvements. En tout cas, je vais parler du Maghreb parce que c'est ce que je connais le moins mal, mais le DRS, on parlait du DRS algérien, visiblement, il a été un peu dépassé. Je pense qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un régime comme celui de colonel Kadhafi pouvait s'effondrer. Enfin, il ne s'est pas effondré aussi rapidement, mais pouvait disparaître. Non, je pense... Alors, moi, mon interprétation est la suivante. Effectivement, ils exercent un maillage important. Petite nuance d'ailleurs, le maillage, ce n'est pas uniquement les services. Dans beaucoup de pays arabes, c'est aussi le parti unique au pouvoir. Alors, on a évoqué les partis Ba'ath en Irak et en Syrie. En Tunisie, c'était le RCD. Sous Ben Ali, le RCD, effectivement, disposait d'un maillage extrêmement, extrêmement fin de la société tunisienne. Mais ça n'était pas les services. Je pense que aussi ces appareils... au fond, sont peut-être un peu endormis sur l'exceptionnelle résilience des régimes en place. Et effectivement, alors, il y avait une focalisation sur des cibles bien identifiées, notamment les islamistes, les opposants, etc., ou certains dossiers, parce que le rôle de diplomatie parallèle, des dossiers de politique régionale, etc. Et on a effectivement laissé un peu de côté. Et ça, je l'ai entendu dire d'un ancien haut responsable sécuritaire marocain,
ils n'avaient pas vu. Dans certains cas, alors moins peut-être pour les soulèvements, mais que pour la montée en puissance de groupes djihadistes, notamment au Maroc, les attentats de Casablanca. Vous vous souvenez que le roi Mohamed VI, après les attentats, a fait un discours à la télévision et il a annoncé la fin, je le cite, la fin de l'ère du laxisme. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est qu'effectivement, dans sa politique d'ouverture, il avait allégé le dispositif sécuritaire, ce fameux maillage que Agnès a évoqué, le Moqaddam, hein, l'îlotier, l'agent de quartier, qui effectivement avait sur l'œil sur tout ce qui se passait. Pour des raisons d'ailleurs, ça répondait à une attente aussi des Marocains. Bon, il avait allégé ce dispositif et effectivement, il a constaté qu'au fond, ça avait été une erreur parce que si on l'avait maintenu en place, on aurait pu déceler effectivement les ferments et les activistes qui avaient mené à ces attentats. Vous voyez, et en fait, beaucoup de responsables ont considéré, enfin, on a même avoué, je pense à cette personne, qu'ils n'avaient pas vu la montée en puissance de ces groupuscules djihadistes dans les périphériques des grandes villes marocaines, hein, où il y avait pratiquement des milices, des milices takfiristes qui faisaient régner un peu leur loi et leur terreur, disons-le. Alors, c'était dans des portions très marginales du territoire national marocain. Et au fond, ils ne les avaient pas décelés. Vous voyez. Donc, c'est intéressant. Ça prouve qu'au fond, ces services, en dépit des moyens et des pouvoirs dont ils disposent, ils ne sont pas omnipotents. Hein. Ils ont quelquefois des failles. Hein. Et je crois que dans le cas des révolutions, il y a eu un certain nombre de failles, mais aussi liées à l'inertie, l'habitude, au fond. Hein. On n'imagine pas que ça puisse se produire. Sur la question de l'état de droit et sur la question des mentalités. Moi, je suis assez mal à l'aise avec cette idée d'une mentalité qui ferait que des populations peuvent avoir une mentalité qui conduit à... les mentalités, c'est simplement qu'on est face à que ces populations vivent dans des régimes autoritaires et plus qu'autoritaires dans certains cas, qui font que, effectivement, ça finit par modeler une façon qui est aussi une question de survie hein, pour beaucoup de personnes qui se retrouvent confrontées à ça. Donc moi, c'est beaucoup plus ça que je mettrais en avant qu'une question de mentalité propre aux pays de la région, bien évidemment, de revenir à la nature de ces systèmes politiques qui ont permis cela. Maintenant, que les services, quels qu'ils soient, occidentaux, arabes, d'Amérique latine ou autres, utilisent des moyens illégitimes ou illégaux pour mener certaines actions, oui, ils sont là pour ça. Sinon, les services n'existeraient pas. Je veux dire, les services, c'est aussi pour tout système politique, quel qu'il soit, démocratique ou non, de pouvoir, dans des situations... Alors, après, ce qui va changer, c'est, des situations extrêmes, d'utiliser certains moyens, mais qui sont des moyens qu'un État de droit ne peut pas utiliser. Après, jusqu'où ça va et quelle est, la récurrence de l'utilisation de ce genre de méthode. Donc, ça n'enlève rien au fait que si on veut que les services n'aient plus l'impunité dont ils disposent dans la région aujourd'hui, il faut l'établissement d'un état de droit et il faut sortir d'un système, et j'aime beaucoup cette expression, c'est pour ça que je ne résiste pas à vous la dire, de cette expression qui a été utilisée par un sociologue soudanais que je trouve extrêmement pertinente quand il parle de sécuritocratie dans la région, dans le monde arabe, donc de système sécuritaire. Et donc, il faut sortir de ce système de sécuritocratie et ça ne passera que par des États de droit. Ce qui ne veut pas dire que tout État de droit s'interdit à un moment ou à un autre d'utiliser des moyens illégaux par le biais des services, parce que ça peut être à un moment particulier donné aussi leur raison d'être. Hein, sinon, on n'aurait pas besoin de services. Oui, juste pour terminer et compléter, certainement les pays occidentaux souhaiteraient pouvoir disposer peut-être davantage d'arbitraires pour mener à bien leur mission. Alors, ce n'est pas pour des fins de répressive et tout, mais de nombreux directeurs de la CIA aux États-Unis ont avoué qu'ils passaient une grande partie de leur temps, beaucoup plus, à témoigner devant des commissions du Congrès pour justifier, expliquer les activités de leur service que d'organiser, disons, vous voyez ce que je veux dire. L'état de droit, c'est ça, en fait. C'est, encore une fois, on est sous le contrôle à la fois du pouvoir juridique et constitutionnel, ce qui revient au même, mais ça implique énormément de contraintes. Dans le cas des pays qui nous intéressent aujourd'hui, en tout cas en dehors peut-être du cas de la Tunisie, ces contraintes, elles n'existent, on peut dire, elles n'existent pas. Hein. C'est la règne de l'arbitraire, en fait, c'est ça. Hein. Arbitraire, contrôle juridique, constitutionnel, c'est deux choses antinomiques, en fait. Voilà. Bonsoir. Peut-être mon nom, c'est pas très important, mais j'ai été directeur de l'IRD
de 2008 à 2015, Tunisie, Algérie, Libye. Donc avant les révolutions arabes, pendant et après. Et je trouve que l'évolution un petit peu du système sécuritaire, je crois qu'il est difficile finalement de dire, à part le fait qu'ils sont chacun hégémoniques et qu'ils visent à rester en place, je crois qu'on ne peut pas trop comparer finalement le système sécuritaire marocain, algérien et tunisien, en dehors du fait qu'ils veulent forcément rester en place. Par contre, je trouve intéressant de remarquer que lorsque Nahda est venu au pouvoir en Tunisie, il a essayé de mettre la main sur le système sécuritaire. Donc on voit bien que finalement le système sécuritaire, il est très lié à le pouvoir en place. On le voit, on l'a vu en Tunisie et on le voit aussi actuellement avec Sisi en Égypte. On voit bien que la réorganisation, même si effectivement vous dites les gens restent en place, hein, l'exemple de l'Algérie c'est peut-être un mauvais exemple, mais sinon on voit bien qu'il y a une articulation très forte entre le système politique qui contrôle très 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 vite le système sécuritaire. Alors après, vous avez parlé un petit peu de l'articulation avec les systèmes sécuritaires occidentaux. Alors moi, je trouve que ça, c'est important et c'est quand même un petit peu novateur. Pour l'exemple, par exemple, de la Tunisie, on a bien vu que après Ben Ali, hein, lors des premiers gouvernements tunisiens, l'invasion, un peu entre parenthèses, hein, de l'ambassade américaine qu'il y a eu en Tunisie, on a vu arriver à ce moment-là en Tunisie des émissaires en gros nord-américains. Hein. Donc on a vu que l'articulation de la sécurité intérieure et la réorganisation des systèmes de sécurité s'est fait à l'occasion d'événements très spécifiques. Donc ça c'est un petit peu, on voit bien, enfin moi j'en ai eu l'impression, et c'est vrai aussi, ça a été vrai pour le régime libyen, que l'approche des gouvernements occidentaux, européens, allemands, français, italiens et américains, s'est faite au fur et à mesure qu'il y a eu des modifications du contexte sécuritaire. La dernière en date, c'est l'islamiste. On a vu une coopération se mettre en place dans les différents pays, du moins du Maghreb, le Machrek c'est un petit peu différent, lié au fait que les appareils sécuritaires d'État se sont moins focalisés sur les personnes un petit peu dangereuses pour le régime, mais plus sur l'approche djihadiste. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part il y a un espace, et la Tunisie est un très bon exemple, hein, il y a un espace d'ouverture de la société, hein, pour une possibilité finalement qu'il y ait un état de droit qui s'installe, parce que le djihadiste finalement concentre tous les pouvoirs avec une relation. Alors l'autre chose qui me paraît par contre beaucoup plus dangereuse, c'est que sous couvert de djihadistes, on va mailler le territoire pour essayer de voir où sont les djihadistes, et derrière les djihadistes, on va prendre les homosexuels, etc., etc. Donc je trouve que l'évolution des régimes, il est quand même très, très, très lié avec la survenue du djihadisme et les propositions et l'apparition, finalement, des services secrets, on va les appeler comme ça, peu importe leur nom, hein, différents secrets occidentaux dans les différents territoires. Voilà, donc un peu, je ne sais pas, quelle est votre perception sur ce maillage un peu plus on va dire, franco-italien pour un peu la Tunisie, sans donner de détails, et puis un petit peu aussi, voilà, parce qu'ils sont très, très présents quand même, et en particulier. Demain, ils le sont déjà sur la Libye. On voit bien que la position américaine et la présence nord-américaine sur la Libye, elle est demain ce qui va se passer en Libye. Donc on voit bien que les appareils sécuritaires de ces propres pays, même s'ils ont des logiques politiques internes, au jour d'aujourd'hui, la guerre contre l'islamisme radical a modifié un petit peu l'appareil sécuritaire. Enfin, je ne sais pas quelle est votre perception sur ça. Oui, vous avez soulevé au début une question que j'avais omise, un point que j'avais omis qui est très important dans la réforme des services de sécurité du monde arabe, c'est garantir leur neutralité. Effectivement, le service, il est l'émanation du pouvoir. Hein. Et dans le cas de la Tunisie, effectivement, ce risque a été perçu. C'est-à-dire qu'un nouveau pouvoir, quel qu'il soit, va mettre en place au poste clé des gens qui lui sont, soit qui relèvent de la même idéologie, soit qui lui sont fidèles, etc. Donc, au fond, c'est l'idée de l'État impartial. Alors, c'est un objectif qui, à mon avis, sera long et difficile à atteindre dans la région, mais c'est quand même l'objectif. Neutralité des services, et ça, actuellement, en Tunisie, c'est très clairement exposé comme un des objectifs. Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, j'ai parlé de l'État profond, on a parlé des islamistes.
un constat quand même s'impose, notamment depuis les soulèvements arabes. Les mouvements, les partis islamistes, notamment là où ils ont accédé au pouvoir par le biais d'élections, n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'État profond. Hein. C'est un point, je trouve, qu'on va à peu près retrouver dans l'ensemble de la région. Alors on peut essayer d'expliquer pourquoi. Là aussi, il y a bien l'idée pour pouvoir vraiment asseoir son pouvoir, c'est assurer le contrôle sur ces organismes, ces organes de sécurité et militaires. Pourquoi ils n'y sont pas parvenus? Ben là, très clairement, je pense qu'il y a une volonté d'empêcher. Alors, là, on va rentrer plus dans des paramètres idéologiques, de sensibilité nationaliste. On peut le dire, d'une manière générale, les services du monde arabe ne sont pas favorables, ou même sont généralement très hostiles au courant islamiste, quel qu'il soit. Hein. Ça peut aller des salafistes prédicatifs aux djihadistes, bien sûr, mais aussi, notamment, et beaucoup vis-à-vis des islamistes politiques. Là, il y a vraiment un mur, il y a une sorte de barrière. Et on l'a vu aussi bien en Égypte. C'est d'ailleurs, ça n'est pas un hasard que le coup d'État populaire, on l'a dit, qui a renversé le gouvernement des Frères musulmans en juin 2013, l'a été par, effectivement, il est le chef d'état-major des armées, mais qui était auparavant le directeur des renseignements militaires, les fameux Mukhabarat Harbiya égyptiens, qui était devenu d'ailleurs, à la faveur du changement de régime, le service le plus important, hein, le plus puissant en Égypte. Donc, vous voyez, il y a vraiment là une dimension qui, je crois, est très, très, très importante, cette idée d'un verrouillage. Les services, comme les forces armées, se considèrent comme le garant, le pilier, d'abord de l'indépendance, mais aussi de la nation. Il y a un nationalisme qui est incompatible, qu'on retrouve dans les services, hein, qui est incompatible avec, effectivement, ce qu'il présente, l'idée d'un islamisme transnational, etc. Donc c'est un point important. Alors, dans la relation, effectivement, pour les autres pays, oui, vous avez dit qu'il faut distinguer chaque pays. Encore une fois, les services de renseignement, leur place, leur rôle, leur influence, elle est toujours forte, mais effectivement, elle va varier en fonction de l'histoire de la nature du régime politique. Et ça, je crois qu'effectivement, on va constater d'importantes nuances d'un pays à l'autre, parce que c'est lié à leur histoire aussi contemporaine. Et on ne va pas comparer, par exemple, les services syriens et les services marocains. Ce n'est pas la même chose. Il y a des points en commun, bien sûr, mais on n'est pas dans les mêmes paramètres. On ne va pas comparer les services émiriens, par exemple, avec les services libyens à l'époque de Kadhafi. Vous voyez, non, mais encore une fois, il y a des logiques, il y a une histoire, et il y a un mode de fonctionnement de l'État et du pouvoir qui va aussi conditionner le rôle et l'organisation de ces services. On va prendre une autre série de questions. Madame et ensuite Madame. Là, première. Merci. Pendant tous ces exposés, j'avais l'impression qu'on essayait de cerner le moment de déclenchement d'une révolution que vous avez appelé coup d'État. Il me semble. J'ai parlé du renversement du gouvernement des Frères musulmans intervenu à l'été 2013. C'est un coup d'État. Donc, mon interrogation, qui est actuelle et qui concerne aussi éventuellement la France, hein, c'est, dans le fond, on ne peut jamais prévoir le moment d'une révolution. Parce qu'il me semble qu'en Tunisie, il y en avait déjà eu une bonne dizaine qui s'étaient fait griller. Et que ça n'avait pas forcément déclenché quelque chose. Donc, il y a une conjonction de facteurs que les services aimeraient sûrement bien contrôler ou prévoir, et on n'y arrive pas. Ce qu'on dit, c'est on ne prévoit pas la révolution. Enfin, il me semble. Hein. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est visé par tous ces services? Comment prévoir, comment prévenir la révolution? Le deuxième point, c'est sur les services occidentaux. Évidemment, moi, je pense à la CIA, hein, qui a largement utilisé les services de l'Est ou, je crois aussi, Égypte et Moyen-Orient, pour y envoyer dans des avions des gens indésirables chez eux pour être interrogés, comme il le faut par ces services. Voilà. Donc je me demandais si, finalement, il n'y aurait pas un soutien des services les plus expérimentés dans la répression par les services occidentaux qui leur garantit aussi une pérennité.
Déjà, je vous remercie pour ces prestations. C'était très passionnant. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez abordé, Madame Levallois, en introduction, de l'espionnage des étudiants qui vont étudier à l'étranger, etc. Donc, c'est des personnes qui vivent dans leur pays, qui vont temporairement à l'étranger. Je voulais savoir, est-ce que également, enfin, c'est une question un peu naïve, je pense, mais est-ce que également, l'espionnage de la diaspora est un enjeu pour les services secrets de tel ou tel pays arabe? Je pense qu'ils ont la même politique, plus ou moins là-dessus. Est-ce que c'est un enjeu important? Je pense que la question peut se poser maintenant, en particulier avec les réfugiés, notamment syriens, irakiens, qui vont s'installer en Europe. Est-ce que c'est un enjeu qui se présente pour eux? J'imagine que oui, mais j'aimerais bien que vous développiez là-dessus. Et puis également aussi les diasporas du Maghreb, aussi en Europe. Est-ce qu'il y a un maillage qui peut plus ou moins s'assimiler au maillage qui est mis en place dans ces pays ou pas? Et est-ce que c'est une problématique importante pour eux ou pas? Donc voilà. Alors, il y a une série de questions intéressantes. Les services ne sont pas là pour prévenir ou non les révolutions. Je crois que c'est pas ainsi qu'on peut poser la question. Les services sont là, et les services du monde arabe, comme on l'a évoqué, étaient là pour avant tout la pérennité du système politique. C'était ça l'enjeu. Ils sont passés à côté des indices de ces révolutions, mais sans de toute façon que personne ne puisse jamais prédire à quel moment une révolution va éclater. Comme vous l'avez très bien dit, il y a un certain nombre de signaux, de signes qui sont là, qu'on appelle parfois de basse intensité ou de moins basse intensité, mais effectivement, personne ne pourra savoir à quel moment ça pourra se passer. Ce que peuvent voir des services qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans les sociétés, c'est d'entendre, de comprendre, de voir un mécontentement qui peut gronder, de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Là, clairement, dans ces révolutions arabes, que ce soit Tunisie, Égypte, Yémen, Syrie, les services n'étaient pas du tout dans cette dynamique-là, parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils regardaient. C'est ce qui me paraît en tous les cas le plus évident. Mais alors, ce que je n'ai pas dit dès le début de mon introduction et que j'aurais dû dire, c'est que quand on travaille sur ce sujet, il faut être extrêmement modeste. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, d'avoir des sources d'informations, c'est compliqué. Ce que l'on peut faire, c'est observer ce que l'on fait en regardant de très près comment fonctionnent ces pays, comment tout ça s'articule. Mais vous comprendrez bien qu'il y a des intuitions qu'on peut avoir, il y a des éléments que l'on peut sentir, essayer de comprendre, dont on n'aura jamais forcément la confirmation, parce que d'avoir des discussions avec les principaux interlocuteurs, c'est impossible. Donc, ce que j'aurais dû dire dès le départ, c'est que, évidemment, c'est un objet d'étude, qu'il est extrêmement compliqué à aborder et qu'il faut du coup être extrêmement modeste dans les hypothèses que l'on avance. Et moi, ce que j'aimerais simplement à l'issue de cette rencontre, c'est de susciter un intérêt, d'avoir des interrogations, mais on n'aura pas forcément toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Et ça, je pense que j'aurais dû le dire dès le départ parce que c'est une évidence, mais il faut peut-être la rappeler. Qui est la coopération entre les services arabes et les services occidentaux, et que les services occidentaux aient sous-traité certaines de leurs actions aux services arabes pour s'en laver les mains, oui, c'est absolument évident. Et on l'a vu avec l'histoire de Guantanamo ou autre, ou les Américains. Pardon, tu as raison. Les Américains ont joué cette carte. Ça, c'est clair et net. Et voilà, j'ai rien d'autre à en dire que c'est une évidence absolument que les Américains ont joué cette carte-là. Et du coup, en étant complaisants avec certains services, c'est ce que j'ai dit ailleurs à un moment, où au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a pu y avoir des complaisances vis-à-vis de certains services, même s'ils n'avaient pas des pratiques que nous estimions acceptables. Ça, c'est clair. Pour la question des diasporas, les services arabes, effectivement, ont toujours eu un regard sur leur diaspora, parce que ces diasporas peuvent représenter, à leurs yeux en tous les cas, un jour éventuellement un danger lorsque ces diasporas reviendront dans leur pays d'origine. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un œil et de savoir ce qui se fait, ce qui se dit, pour ne pas être complètement déconnecté de cette population diasporique qui habite dans tel ou tel pays. Donc maintenant, un défi qui se pose aux services de renseignement dans les pays occidentaux qui accueillent des réfugiés, c'est effectivement, est-ce que parmi ces réfugiés se sont glissés même des membres de services de renseignement des pays concernés?
concernés, des djihadistes. Bon, il y a eu plein d'articles dans la presse qui en ont parlé. C'est vrai que ça, c'est un vrai défi de savoir comment pouvoir contrôler. Est-ce que les services ont les moyens de cela? Là, j'avoue que j'en ai strictement aucune idée, mais je pense que c'est extrêmement compliqué et je ne vois pas comment les services pourraient être complètement, avoir la capacité à mener ce genre d'opération, même si leur boulot, c'est d'essayer de regarder et de suivre le plus possible pour éventuellement savoir ce qui se passe et ce qui pourrait éventuellement se tramer. Parce qu'on parle beaucoup que des djihadistes pourraient se glisser dans les réfugiés, mais pourquoi pas des membres des services de renseignement des pays, que ça peut être syriens, irakiens ou autres, pour savoir un peu ce qui se passe. On ne peut pas non plus l'exclure. Oui, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la place, le rôle des services maghrébins à l'extérieur, là où il y a des communautés, enfin j'aime pas mal, plutôt des diasporas ou des populations originaires de ces pays. Alors oui, c'est une question qui est ancienne, hein, qui remonte, je pense, à l'indépendance des 3 pays du Maghreb central. Et d'emblée, cette activité a été forte. Je crois même qu'elle a été un des volets importants, un des moyens de projection importants de ces services. Alors, dans plusieurs directions, effectivement, c'était déceler évidemment des ferments de contestation, d'opposition vis-à-vis de régimes en place, mais ça allait beaucoup plus. Et ça, encore une fois, ça se fait peut-être de manière un petit peu différente qu'autrefois, mais c'est, je pense, les objectifs et l'intensité de cette présence et de ces actions sont toujours les mêmes, sauf peut-être dans le cas de la Tunisie. Ce serait intéressant de voir, d'ailleurs, si avec le changement de pouvoir, la révolution tunisienne, les services tunisiens sont aussi actifs à l'extérieur, notamment en France. J'aurais tendance à penser que non, mais je ne pense pas qu'ils aient totalement abandonné. Mais dans le cas de l'Algérie et du Maroc, c'est très clair. Notre fonction aussi, c'est d'essayer de... Alors, la gestion notamment de la question de l'islam, hein, vis-à-vis de ces populations. On a parlé beaucoup d'islam consulaire. Hein. Vous savez que les pays du Maghreb disposent de consulats dans beaucoup de villes françaises. Bon, chacun de ces consulats abrite une représentation des services, hein, que ce soit ça s'appelle le DRS, la Direction des services de sécurité, DSS, ou de la DGED marocaine, Direction générale des études et de documentation, qui sont les services de renseignement extérieur. Très clairement, la question de la gestion de l'islam en France est un sujet extrêmement important pour les pays du Maghreb. Et là, les services jouent effectivement un rôle tout à fait important. Mais aussi, il s'agit peut-être lorsqu'il y a des élections dans les pays du Maghreb, de faire un peu de l'agite-propre, de faire de la publique diplomatie, si je puis dire, d'essayer de... Alors, les résultats, je ne sais pas s'ils sont très efficaces, mais il y a un déploiement d'activités, aussi faire une sorte de contre-ingérence à l'extérieur. Et vous connaissez le contentieux de la rivalité qui oppose l'Algérie et le Maroc. Et là aussi, il y a un champ d'activité qui est à l'extérieur, notamment en France, sur la question du Sahara occidental, par exemple. Hein. Les 2 pays essayent aussi de... Vous voyez, donc il y a toute une palette d'activités qui se font et qui sont effectivement quelque chose de très important. Encore une fois, peut-être les méthodes ont évolué. Alors, pendant longtemps, il y avait les 2 fameuses amicales, l'amicale des Algériens en France et l'amicale des travailleurs et commerçants marocains en France, bon, et qui étaient des émanations des services, hein, sans aucun doute. Maintenant, c'est plus diffus, je pense, c'est plus discret, etc. Mais oui, il y a une projection, mais qui est, je crois, aussi liée à la relation très particulière que ces pays entretiennent avec l'Europe occidentale, mais notamment avec la France. Hein. Voilà, c'est l'importance aussi, en France, soit de la population française originaire de ces pays, soit des ressortissants directement de ces pays. Tous ces éléments contribuent effectivement à ce poids, à ce rôle qui est quand même tout à fait important. On prend peut-être une dernière série de questions. Bonjour, je voulais savoir comment réagissent les services du monde arabe face à l'essor du Darknet, qui a permis aussi de regrouper un certain nombre de mouvements révolutionnaires et qui finalement échappent au filet des services secrets. Et je voulais savoir leur réaction, leur réaction vis-à-vis de cet essor du Darknet. Darknet, ça j'en sais. Je suis désolée, mais alors j'ai absolument aucune compétence en la matière. Donc je suis claire et nette. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si Flavien, mais alors... Encore moins. On est un peu ringard, on est de l'ancienne génération, vous voyez, donc tout ce qui est Darknet et tout, on n'est pas très doué. Il va falloir se reconvertir. Moi, je veux bien, si je peux dire 2 mots concernant le Maroc, puisque vous avez entamé des choses. À la suite des événements de Casablanca, quelles ont été les décisions qui ont été prises? Je suppose que le roi Mohamed VI
s'est manifesté, des changements ont eu lieu en matière de renseignement, etc. Et puis notamment ces responsables de villages ou de villes, de quartiers, est-ce que ça a continué, est-ce que ça a évolué, s'il vous plaît? Il y a une question aussi, Aude, au fond. Oui, c'était une question pour Flavien Bourra sur le cas tunisien, parce qu'on sait que la torture était une méthode très utilisée par le ministère de l'Intérieur, voilà, aussi bien pour les affaires d'antiterrorisme que pour le droit commun. Et comme vous disiez qu'il y avait ce travail à faire sur les mentalités, est-ce que c'est une réflexion qui est amorcée, au moins, de se poser la question sur ces méthodes-là, sur une sensibilisation des services, des personnels, sur le traitement des gardes à vue, enfin des choses comme ça? Merci. Oui, sur le Maroc, bon, effectivement, il y a eu une réforme en profondeur du système de sécurité et de renseignement. Déjà, la nomination de nouveaux directeurs sur les services intérieurs et extérieurs, des civils, donc des gens, comme je le disais, des techniciens, mais en même temps qu'il y avait la confiance du roi. Hein, le directeur de la JED, Yassine Mansouri, est un de ses co-disciples du Collège royal. Hein. Tout ça crée beaucoup de liens. Et Abdellatif El-Hamouchi, le patron de la DGST, lui n'est pas, mais c'est un vrai professionnel, un homme du métier. Je pense aussi, bon après je n'ai pas. C'est amusant. Il y a eu, si ça vous intéresse, il y a eu un très bon article qui est paru, je crois en 2009 ou 2011, dans Tel Quel, le magazine Tel Quel. Sur la refonte et la réforme des services de sécurité marocains. Alors, quand on a connu le Maroc à l'époque de Hassan II, on n'aurait pas jamais pu imaginer qu'on puisse parler de ces choses-là. Cet article est absolument remarquablement documenté. Vous pouvez regarder sur Internet. Vous aurez énormément de choses. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose quand même, l'article pose quelques questions en disant qu'il y a une vraie aussi volonté d'aborder la question des droits de l'homme, l'abrogation de l'arbitraire et de la torture. On parle du fameux centre de Temara, le centre d'interrogatoire, etc. Et là, la réponse est, bon, c'est peut-être un peu prématuré. On peut imaginer qu'il y a encore des dysfonctionnements qui vont continuer. Sur les îlotiers, je ne sais pas exactement dans quelle mesure le système a été rétabli. Ce que je pense, c'est que la part d'arbitraire que comportaient ces îlotiers, parce que aussi ils n'étaient pas seulement là pour regarder, mais aussi ils exerçaient directement des pressions ou des comportements vis-à-vis de la population qui étaient évidemment extrêmement impopulaires. Je pense qu'il y a eu, j'imagine, des consignes pour ne pas reproduire les travers du passé, mais enfin le réseau de surveillance, lui, a été remis en place. Sur la Tunisie, oui, alors effectivement, bon, malheureusement, c'était pas propre à ce pays. Hein. L'usage de la torture est très répandu encore dans beaucoup de pays de la région. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, les services de l'intérieur là-dessus l'utilisaient pas seulement les services de renseignement, d'ailleurs stricto sensu. Il y a une vraie volonté hein, là, de s'attaquer à cette question. Il y a peut-être un élément qui pourra faciliter cette réforme en Tunisie. C'est, je pense, un des acquis de la Révolution, d'ailleurs que beaucoup de Tunisiens, même s'ils sont très désabusés, hein, voire très déçus par ce qui s'est passé depuis 2011, reconnaissent, c'est qu'il y a un pays où il y a une liberté d'expression, où on parle de tout, où il y a des débats contradictoires, etc. Si vous voulez dissimuler ce genre d'action, ça va devenir quand même beaucoup plus difficile. Mais reste le problème que vous avez bien soulevé, c'est effectivement la question de la mentalité, à la fois chez le fonctionnaire de base, parce qu'il a été habitué à fonctionner comme ça, et aussi par la hiérarchie. Hein. Il a été couvert par sa hiérarchie, et l'idée qu'au fond, la fin justifie les moyens. Après tout, hein, s'il faut faire parler quelqu'un, etc. Donc c'est à travers toute la chaîne, disons, hiérarchique, qu'il faut modifier ce comportement. Et c'est ça, encore une fois, ce que je dis, qui sera difficile. J'ai tendance à penser qu'au sommet de l'État, on ne couvrira plus ces agissements, et que si on essayait de le faire, de toute façon, ça ressortirait. Vous voyez, il y a quand même une forme de transparence maintenant dans la nouvelle Tunisie, alors qui n'est pas complète, on le voit notamment avec les affaires de corruption. Mais encore une fois, ça me paraît comme beaucoup plus difficile et risqué pour un pouvoir en place de perpétuer ces méthodes dans le nouveau contexte. Et c'est plus au niveau du fonctionnement interne et du comportement des fonctionnaires de ces services.
Bien, s'il n'y a pas de regret, oui, on met fin, je pense, à l'échange. Il me reste vraiment à vous remercier tous les deux